Alors il faut dire en petite introduction que j'ai vraiment l'impression d'être de nouveau l'étudiante de Jean-Louis Gaillemin, parce que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et qu'on a effectivement, on était à discuter justement il y a 25 ans déjà de sujets comme ça. Donc c'est un plaisir pour moi de renouer sur ce sujet et de peut-être me replonger dans ces questions d'ornement, de forme, et là par rapport à la céramique. Alors, on l'a dit, vous l'avez compris ce matin, Haeckel était bien plus qu'un homme passionné par la botanique et par la zoologie. Et je me suis beaucoup appuyée sur la thèse de Sylvie Doria, qui a consacré son travail une thèse en 2018, qu'elle intitule « Les premiers éléments du monisme de Ernest Haeckel, ou la genèse d'une philosophie opportune ». Et là, elle cite Haeckel s'est élevé contre les séparations, contre les oppositions entre le monde animal et le végétal, aussi bien qu'entre le monde organique et inorganique. Il a tenté de concilier nature et culture, religion et science. Et bien évidemment, nous l'avons vu ce matin, Haeckel, notamment avec la publication de ses planches entre 1899 et 1904 de Kunstformen der Natur, il a bien sûr aussi concilié ou proposé de concilier art et science. Alors, je voudrais commencer cette conférence par évoquer plusieurs artistes qui, dans le temps, à plusieurs siècles d'écart, ont tenté, comme Haeckel, de réconcilier art et science avec le matériau céramique. Et avec eux, on voit bien que la science devient art et que l'art devient science. Donc, le premier artiste céramiste dont je vais vous parler cet après-midi, c'est bien sûr le célèbre botaniste, céramiste, écrivain, humaniste de la Renaissance française, Bernard Palissy, l'auteur des fameuses rustiques figurines faites avec la technique de moulage sur nature, qui implique bien évidemment que Palissy travaillait son modèle vivant ou récemment décédé. L'artiste disposait d'un certain nombre d'espèces animales ou végétales comme modèle de référence et qui, sous forme de moules, notamment en plâtre. Et ici, vous avez un exemple d'une grenouille. Et ces éléments de détail l'aidaient ensuite à reconstituer des espèces de microcosmes, des univers sous forme d'aiguilles et de plats en terre vernissée. Donc là, on est vraiment sur ce travail de moulage, de vivant, sur des plats et assez traditionnels finalement de forme ovale ou d'aiguières ou d'autres. À partir de 1556, Palissy conçoit pour le connétable Anne de Montmorency une grotte en céramique qui reste inachevée et qu'on connaît aujourd'hui uniquement par des textes publiés en 1563. À partir de 1565, il travaille sur une seconde grotte pour la reine-mère Catherine de Médicis qui se trouvait aux Tuileries, donc pas très loin d'ici, et dont les fragments ont été retrouvés ainsi que certains moules sous les Tuileries, dans le jardin du Carrousel, dans les années 1980-1990. Et là, vous avez un fragment qui montre justement ce côté fougère, un fragment de cette grotte. Palissy publie également 2 ouvrages, La recette véritable en 1563 et Les discours admirables en 1580, dans lesquels il exprime sa véritable philosophie naturelle fondée sur observation et expérience. Et observation et expérience sont 2 mots qu'on retrouvera assez souvent dans cette conférence. 3 siècles plus tard, on retrouve Émile Gallé, qu'on a évoqué ce matin, qui aura finalement une démarche scientifique et artistique assez similaire. Et signalons d'ailleurs que les 2 hommes avaient plein de points communs. Palissy, Gallé, ils partageaient notamment leur religion protestante. Ils étaient tous les 2, bien évidemment, passionnés par la nature. Ils étaient céramistes, verriers, botanistes, écrivains. Émile Gallé s'est toujours intéressé au vivant, et c'est un thème qu'on a vu ce matin qui traverse toute son œuvre, notamment celle de Verrier, aussi sur des œuvres céramiques, mais aussi sur ses œuvres en ébénisterie, sur ses meubles. Ses connaissances botaniques sont connues et reconnues. Il était le secrétaire général de la Société centrale d'horticulture de Nancy, créée en 1877,
Et à Nancy, à la fin du 19e siècle, en fait, il y a de nombreux horticulteurs qui se sont regroupés dans cette ville et pour créer des nouvelles variétés de plantes, notamment de fleurs, les hortensias, les pivoines, les lilas. Et ce sont bien sûr toutes ces fleurs, donc ces hybrides, quelque part, qu'on retrouve aussi sur les pièces de galets. Là, je vous montre quelques modèles de céramique, des modèles de vases qui étaient faits pour des pièces en faïence, où on voit sauterelles, papillons. Et là encore, ce qui est intéressant, c'est qu'ils gardent finalement une forme assez traditionnelle d'un vase. On le retrouve aussi là. Et finalement, cette nature, il va l'appliquer pour l'instant sur ces formes de vases. Mais comme Palissy, son approche artistique et son rapport avec la science est finalement assez similaire. Elle va passer par cette observation, cette expérience. Il étudiait les végétaux de façon très précise pour mieux connaître la structure interne de tous ces et les végétaux et la flore et faune qu'il va étudier. Et il faisait ensuite plein de petits dessins. On voit ces merveilleux dessins de coquelicots. Et qu'il appliquait ensuite, comme je le disais, à des formes de vases, de coupes et autres. Et là, on le voit comme il applique cette hortensia, donc cette nouvelle fleur, cette nouvelle variété de fleurs, sur une très belle coupe qui était, elle, destinée à être en verre. On l'a aussi signalé ce matin, Émile Gallé s'est intéressé au fond marin, qui était à l'époque très peu connu, et il s'en est intéressé dès le début de sa carrière. Je vais vous montrer ici une œuvre assez tôt de sa carrière, qui date des années 1889, qui est faite en verre, hein, ce n'est pas de la céramique. Mais autour de 1900, Gallé va chercher en fait à renouveler un peu son répertoire et va s'intéresser davantage au fond marin. On a vu cette planche de Haeckel ce matin. Donc forcément, Gallé va s'intéresser à partir au tournant du siècle, autour de 1900, aux planches d'Ernest Haeckel. On sait, on l'a mentionné déjà ce matin, il en possédait un exemplaire qui est aujourd'hui conservé au musée d'Orsay. Et de façon aussi très intéressante, il faisait des photos des planches d'Haeckel. Et les photos des planches se trouvent dans le fonds photographique de l'atelier de Gallé, qui est aujourd'hui au musée de Nancy. Et ces photos, ces planches lui servaient d'inspiration, comme ses dessins. Donc là, on a de nouveau le vase lisse de mer, qui est une des réalisations où on voit une interprétation assez littérale d'une planche d'Haeckel sur un vase de Gallé. Moi, la différence de M. Olivier ce matin, je trouve que justement Gallé reste encore très sur la forme vase, et finalement les planches d'Haeckel et l'organisme est encore très dans l'ornementation, dans la décoration, plus que dans la forme même de l'objet. On ne peut pas ne pas signaler la main de l'artiste, une œuvre très célèbre qui est au musée d'Orsay, où on voit cette main de l'artiste entourée d'algues et de coquillages. Et là, on est vraiment dans les années 1904, donc juste après, un an après la création de son vase lisse de mer, que je viens juste de vous montrer. Le troisième artiste que je voudrais mentionner aujourd'hui comme grand conciliateur entre art et science, et encore, vous avez compris que ce sont des choix, hein. Je ne peux pas évoquer tout le monde, bien évidemment, mais c'est des moments de pause dans l'histoire de l'art et dans l'histoire de la céramique. Ce grand conciliateur entre art et science est le dessinateur, illustrateur, sculpteur, peintre officiel de la marine, Mathurin Méheut, surnommé le peintre de la biodiversité marine. Né en 1882 dans une famille d'artisans des Côtes-d'Armor, Méheut s'inscrit à 20 ans à l'école des arts décoratifs et aussi à l'école normale d'enseignement du dessin, dite école Guérin, où son principal maître et mentor est Eugène Grasset, qui est un homme particulièrement intéressant pour cette époque et qui a une grande influence sur beaucoup d'artistes, parce qu'il part de l'observation de la nature et des plantes pour en fait en dégager l'essence et pour en arriver à une certaine stylisation.
et qui sera en fait beaucoup plus facile à adapter sur des supports variés, que ce soit la céramique ou le mobilier ou le verre. Donc comme lui, il était prof et qu'il enseignait à ces jeunes designers, il leur disait vraiment observez la nature, prenez-en l'essence quelque part, passez par la stylisation et après adaptez-la à différents médiums. Donc en 1910-1912, Méheut part au laboratoire de Roscoff en Bretagne, où il réalise une véritable encyclopédie du monde marin qui peuple le littoral nord de la Bretagne. Et il fait aussi, et là on retrouve le lien bien sûr avec Haeckel ou même avec Palissy et ses discours, cette idée de faire des planches en couleur qui illustrent cette extravagante biodiversité de la baie de Morlaix. Des planches qui sont très très belles, qui sont en couleur. Et là, je vais vous montrer cette étude de Pieuvre où on voit bien l'artiste arriver à la stylisation de son modèle naturel. En 1914, Méheut s'embarque pour un tour du monde qui sera interrompu par la Première Guerre mondiale, mais il arrive quand même à aller au Japon et il ira aussi à Hawaï où il observera bien sûr des fonds marins complètement différents, complètement nouveaux et qui va enrichir son imaginaire et puis ses palettes. Donc il va revenir avec des dessins d'animaux, enfin de poissons exotiques. Là on voit les poissons tropicaux et qu'il a observé à l'aquarium de Honolulu. Après la Première Guerre mondiale, il retourne dans sa Bretagne. Et là, on sait qu'il aura la grande richesse, enfin une carrière extrêmement riche et variée, décorateur, illustrateur, entre les Côtes d'Armor et Paris. Il participe au décor du Normandie, il illustre de nombreux livres et il travaille bien évidemment comme décorateur, enfin il propose des décorations pour des services de mer, pour la manufacture de Henriot de Quimper, donc sur de la faïence. Et en 1927, il va commencer à travailler en collaboration avec la manufacture de Sèvres. Donc, et on voit qu'il fait ce petit poisson japonais qui est d'une toute beauté. Et ces sculptures encore plus étonnantes, alors ça je crois que c'est à Monaco. Je crois que c'est d'après un post d'Olivier Gabé, c'est dans les réserves de Monaco, mais c'est signé Sèvres et c'est daté de 1928, donc quand même à voir, chercher. J'ai pas plus d'informations que ça, mais c'est vrai que son post sur Instagram était assez intéressant pour moi. En 1933, Méheut continue à travailler avec la manufacture de Sèvres, mais là vous allez voir de façon très différente, puisque c'est sur un décor de service à poissons et crustacés, pour le mécène, banquier, amateur d'art, collectionneur David Weil. Et vous voyez que la frise du Marly reprend bien sûr les initiales de la famille, DW. Et avec ces décors qui sont bien sûr différents sur chaque assiette. Mais on voit, il représente vraiment le souci de Méheut de respect en fait de ces modèles, de tous ces poissons, crustacés et autres, et un souci d'exactitude. Donc c'est là quand même où il a une approche assez scientifique finalement dans son décor. Depuis la fin des années 1890, la manufacture de Sèvres travaille à remplacer ces modèles anciens par un répertoire nouveau. Et là, on a un directeur fabuleux, extrêmement innovant, qui est Alexandre Sandier, qui est nommé à la tête de Sèvres en 1897. Et lui, il s'entoure très rapidement de jeunes décorateurs formés aux nouvelles théories de l'ornementation, et notamment à celle d'Eugène Grasset, qu'on a vu il y a quelques minutes, qui était le célèbre professeur de l'école de Guérin et le maître de Mathurin-Méheut. Et en 1900, Sèvres achète à cette école un nombre important de dessins, notamment un dessin inspiré d'une coloquinte avec une double bulbe qui servira d'inspiration du moins à ce nouveau profil de vase appelé vase des Pommerets. Alors Pommerets n'a absolument rien à voir avec la faune et la flore ou la nature, c'est un petit village, c'est un nom d'un village de Bourgogne. Pourquoi? Parce que Sandier a donné un nom de ville de France à chacun des nouveaux vases qui étaient créés sous sa direction. Mais le vase des Pommerets
dont vous allez en voir plusieurs exemples, et est inspiré donc directement d'un de ces dessins sortis de l'école Guérin. Là, on voit un autre dessin, parce qu'après ça revenait à Sèvres, et il y avait des artistes de Sèvres qui travaillaient plutôt sur le décor. Et là, c'est un dessin d'Henri Barbery sur le lys, l'idée du lys, qui lui date de 1903. Alors, plein de variétés de ce vase, avec des décors différents. Entre 1900 et 1910, Sèvres produira de nombreuses variations du vase Pommeret. Alors maintenant, je voudrais m'arrêter et venir à une période bien plus proche de nous, et m'arrêter sur l'œuvre de deux artistes. Alors vous allez voir que ma conférence fait des bonds dans le temps et dans l'histoire, et aborde finalement l'influence desquels de façon pas aussi formelle peut-être que ce que nous avons vu ce matin. Mais ce qui m'a intéressé dans l'œuvre de ces deux artistes, c'est qu'ils ont une approche scientifique qui est différente de celle d'un Palissy, Gallet, Méheux et Deckel, ou même différente de la manufacture de Sèvres quand elle travaille sur des dessins de Guérin. Mais c'est des artistes qui, comme Haeckel, donnent à voir, qui révèlent des organismes microscopiques ou des êtres et des organismes vivants qui vivent dans les profondeurs des fonds marins. Donc en fait, ils donnent à voir, ils expriment en céramique ce qui est invisible à tout à chacun. Et ça, pour moi, ce sont deux artistes qui se rapprochent finalement de la démarche d'Haeckel. Donc ils donnent en fait à voir, et je crois que Jean-Louis Gaimin l'avait cité ce matin, mais un des buts de Kunstformen, c'était le souhait de, entre guillemets, déjà je cite, d'accéder au trésor merveilleux de beauté tapis au fond des océans ou visible seulement au microscope. Donc quand même l'intention d'Haeckel, c'était de révéler cet invisible. Alors le premier artiste qui suggère un peu ça, c'est Arnold Hannon, dont vous avez plusieurs pièces sur l'écran. Et Hannon travaille la porcelaine, notamment la porcelaine de Limoges, qui laisse le plus souvent non émaillée, pour vraiment garder cette espèce de blancheur diaphane. Et ces pièces sont généralement composées à partir d'un volume très simple, un cône, un bol, une sphère, que l'artiste coule dans un moule, qui lui permet ensuite soit de faire... D'abord, le moule lui permet d'obtenir une surface très 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 fine, donc de garder le côté extrêmement translucide de la porcelaine de Limoges. Et ensuite, il forme des trous dans la pâte avec une éponge, ou à l'inverse, comme vous le voyez ici, il crée des excroissances à l'aide de barbotines. Et ces procédés permettent à l'artiste de créer des formes qui sont inspirées d'organismes microscopiques, et même les noms qu'il donne, Merifusus, Nacellaria, alors là les scientifiques vont me taper sur les doigts peut-être, Catricella j'imagine, désignent des familles ou des espèces de radiolaires ou de plancton unicellulaires. Donc Hannon redonne vie à des créatures invisibles et pour certaines disparues. De façon similaire, l'artiste Jean-Michel Baraton-Cadel crée des œuvres qui sont parfois identiques à des formes de la nature, mais ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'a priori, il ne le sait pas. Donc il fait ça sans le savoir. Et en fait, ce sont ces espèces, ces œuvres, qui ont été identifiées par le microbiologiste Philippe Bouchard comme étant formellement très proches des protistes. Mais encore une fois, l'artiste en était complètement inconscient. Alors comme pour Hannon, l'origine de la forme de Baraton-Cadel est la sphère. Et pour des questions techniques, vous savez que beaucoup d'œuvres céramiques sont produites à partir de formes ovoïdes, moulées puis sculptées. Et cette particularité technique propre à l'art céramique prend tout un autre sens, bien sûr, à la lecture d'Haeckel, car pour lui, comme pour beaucoup de scientifiques, l'homme, aussi bien que tout autre animal, et je cite, n'est d'abord qu'une simple cellule contenant un noyau. Donc dans la pensée haeckelienne qui lie le monde inorganique au monde organique, ce noyau, cette cellule, est le premier maillon d'un processus évolutif qui va conduire à l'homme et qui a commencé à l'existence d'êtres vivants très simples, dépourvus de noyau, ce qu'il appelle les monères. Donc pour Baraton-Cadel, tout commence avec une boule d'argile posée sur le tour. Puis il construit, crée des formes
qu'il travaille, qu'il modère la terre. Alors il crée des formes organiques et ces volumes et ces formes, ces sculptures rappellent singulièrement ces formes organismes de vivants qu'on peut observer sous un microscope. Mais à la différence d'Haeckel et des autres artistes cités précédemment, tout est un peu arrivé par hasard pour Baraton Cadel. Il n'a même pas le connaissance de l'existence de ces organismes vivants. Un autre aspect particulier ou intéressant dans son œuvre, c'est qu'il utilise très souvent la technique japonaise du raku, qui est en fait une technique de cuisson très rapide, où on monte très vite la pièce à température pour émailler, et après on la retire du four, ce qui permet ces craquelures. Mais c'est une technique de cuisson, une technique céramique qui laisse beaucoup de place au hasard. Et effectivement, il y a cette notion de hasard dans les créations de cet artiste, où quelque part la nature, l'effet du feu sur la céramique, sur l'émail, qui reprend ses droits. La proximité de ces sculptures avec le monde organique est sans doute le fruit d'intuitions communes aux scientifiques et aux artistes. Et pour l'historien d'art, Martin Kent, qui étudie ces coïncidences étranges ou intéressantes entre art et science, si les artistes créent spontanément des formes qui se retrouvent par ailleurs dans le vivant, c'est parce qu'ils partagent avec les scientifiques les mêmes intuitions structurelles. Le regard des uns et des autres est animé par la même fascination de la nature et du même désir d'en comprendre les structures internes. Avec Haenen et Baraton Cadel, comme avec Haeckel, l'art peut prendre ainsi visible, invisible et permettre de toucher, puisque ces œuvres sont finalement assez grandes, de toucher ce qui est inaccessible. Leurs œuvres permettent de découvrir et de comprendre ce que l'on ne voit pas, d'imaginer un vivant que l'on ne connaissait pas encore et de révéler un univers microscopique. Les mystères des fonds marins, révélés par les planches d'Haeckel, inspirent de nombreux artistes contemporains. Et là, je vais balayer vraiment une série d'artistes céramiques chez qui on retrouve finalement des motifs haeckelliens. Et il est noté que chez ces artistes, la référence à Haeckel est finalement pas complètement évidente. Et on en parlait à déjeuner, on pense que beaucoup d'artistes maintenant vont sur Internet, balayent des images des fonds marins et les reprennent, et que finalement la connexion avec Haeckel est soit inconsciente, et en tout cas purement formelle. Donc j'ai commencé par les oursins, les graines de corail, les coquillages de Laurence Toussard, qui, comme Haenen et Baraton Cadel, elle aussi prend la sphère comme point de départ. Et elle explique, là je cite, « J'ai abordé le travail de la Terre par une recherche autour de la sphère. Rapidement, j'ai abandonné l'idée de la perfection pour me laisser guider par l'inattendu, par la faille. Tout comme la vie qui commence par la division cellulaire, infiniment petite ou infiniment grande, la matière est un infini. Chaque grain est une multitude de vies. À me pencher sur la matière pour la regarder de plus près, dans cette vie grouillante, mon travail est devenu très organique. J'ai dérivé jusqu'aux profondeurs marines, jusqu'à croiser des monstres des grands fonds. Au commencement était la sphère, ensuite surgit la faille. C'est tout ce qui fait que nous sommes vivants. » Et elle fait des œuvres qui sont extrêmement belles, mais elle, c'est vraiment plutôt cette fascination de cette nature, d'images qui sont indirectement, formellement reliées à Haeckel. Une autre artiste, femme, d'origine norvégienne cette fois-ci, Christine Viennet, a toujours épuisé dans la nature sa source d'inspiration. Elle est fascinée par les mondes marins et par sa beauté. Et elle, alors, vraiment, elle fait une espèce d'encyclopédie des fonds marins en céramique en travaillant sur tous les émaux, sur les formes. Elle part d'observations, d'images, d'un caractère un peu scientifique et après, effectivement, elle laisse passer complètement son imagination. Une autre artiste, et c'est intéressant qu'on ait quand même beaucoup d'artistes femmes contemporains qui s'intéressent à ces sujets, c'est l'américaine Margarita Hagen, qui elle a créé une série de sculptures en céramique intitulée La mer, qui explore la vie dans l'océan. Des créatures un peu
des créatures des fonds marins. Alors elle est plutôt dans le sud des États-Unis, donc c'est une autre faune ou flore que celle qu'on peut connaître en Europe. Mais ces créatures sont effectivement aussi unicellulaires et il y a beaucoup de ces œuvres qui prennent en fait la forme d'un bouclier. Et là, elle utilise cette forme de bouclier pour deux choses. Une un peu pour nous demander de faire attention, enfin de faire attention à cette flore justement qui est en train de disparaître et de rallier, c'est le bouclier de la famille en fait pour elle. C'est là où il y a encore un peu l'idée haeckellienne, c'est on est tous liés les uns aux autres. Et donc le bouclier est le bouclier familial, le bouclier d'honneur des traditions médiévales. Et elle va aussi faire d'autres œuvres comme celle-ci qui sont très belles, esthétiquement très attirantes, pour justement nous sensibiliser à la beauté des fonds marins et encore une fois des fonds marins qui sont en danger à cause des changements climatiques de notre planète, comme vous pouvez l'imaginer. Donc la démarche d'Hagen est en fait aussi d'un engagement environnemental qu'on retrouve d'ailleurs chez une autre artiste anglaise qui est Anna Whitehouse, et là vous allez la voir, qui elle aussi crée des œuvres extrêmement séduisantes qui ressemblent à des coquillages et qui sont inspirées de coraux. Mais, et elle part aussi, elle a un caractère pseudo-scientifique en s'inspirant de photos scientifiques, mais ce qu'elle veut transmettre en fait c'est la beauté, c'est la magie, c'est l'émerveillement des fonds marins, de la nature qui est en péril, et c'est à travers la beauté de ses œuvres qu'elle veut en fait nous sensibiliser. Et on voit qu'elle arrive à faire des pièces très attirantes. On peut encore retracer la présence de modèles haeckelliens chez l'artiste Ursula Morley Price. Et là, je vais vous montrer quelques pièces des collections du musée de Sèvres qui ont des formes forcément très organiques, un caractère marin indéniable, même si apparemment l'artiste s'en défend. Mais vous voyez des œuvres autant sur les formes que sur les textures qui peuvent être reliées d'une façon ou d'une autre aux planches d'Haeckel. Et cet univers se retrouve aussi, et là on voit comme des artistes contemporains peuvent pousser beaucoup plus cette notion sur même la forme de l'objet que peut-être au début du XXe siècle. Et deux artistes contemporains japonaises, deux céramistes japonaises, Koike Shoko et Katsumata Shieko, qui, elle, a aussi deux pièces de Sèvres. Et là, vous allez voir ce travail sur la texture qui est bien sûr très proche de choses comme Haeckel. Et dans cette œuvre-là, c'est le nom en fait d'un corail qui se trouve au large du Japon. Donc les influences sont directes pour ces deux artistes-là aussi. Après avoir mentionné des artistes reliés à Haeckel par leur démarche artistique basée sur une étude scientifique du vivant, d'autres inspirés consciemment ou pas par les recherches des fonds marins, les planches publiées par Haeckel, je voudrais évoquer maintenant une autre catégorie d'artistes influencés directement ou même plus lointain par Haeckel, mais qui partagent, eux, cette vision du vivant qu'avait Haeckel. Alors, c'est une vision cette vision de son monisme, son matérialisme, son naturalisme, comme vous voulez, son monisme, et qui travaille vraiment sur cette notion de passage de l'inorganique en fait à l'organique. Alors, pour Haeckel, l'origine de la vie pose le problème du passage de la matière, que nous appelons inerte, à des organismes vivants, très simples ou rudimentaires, tels que ceux qui sont forcément représentés dans ces planches. Il a étudié ces organismes, il a étudié la chimie de ces matières, et pour lui, pour faire vraiment très simple, il en est arrivé à trois propriétés fondamentales: la matière, la forme et la force, qu'on pourrait résumer par énergie. Pour démontrer qu'en fait, sous cette notion de forme, force, énergie, non, forme, matière, forme, énergie,
il n'y a finalement aucune différence entre un organisme vivant et un organisme, enfin, une nature organique ou une nature inorganique, entre inerte et inerte, parce qu'ils sont composés finalement de ces trois éléments, trois propriétés fondamentales. Donc il admet, et ça peut-être bien avant beaucoup de scientifiques aujourd'hui, que la définition de la matière est peut-être beaucoup plus vague et beaucoup plus grande que ce qu'on imaginait initialement. Et il redéfinit un peu la définition de la matière. Et là, c'est vraiment avec l'exposition Forme vivante, et j'en reviendrai sur cette exposition, qui pose vraiment la question de savoir si la céramique, si le matériau céramique ne serait pas justement dans cette zone un peu intermédiaire entre vivant et non vivant. Alors on va parler de la forme. Henri Faucillon associe dans la vie des formes un monde des formes à des processus finalement vivants autonomes. Ils peuvent même jusqu'à envisager que ce monde des formes constitue un quatrième règne. Selon lui, la forme pourrait être un concept commun à la nature, à l'art et aux sciences. Donc en céramique, la forme est fondamentale, avec la matière bien évidemment. Mais on parle de pièces de forme pour désigner tout ce qui n'est pas en gros une assiette. Et là vous avez une merveilleuse terrine de Strasbourg de 1750 des collections du musée. Et forcément c'est dans la main du tourneur, du modeleur qu'on monte, on crée, la forme se fait à partir de la matière. Donc une œuvre en céramique est issue d'une mise en mouvement de la matière. Une matière inerte, artificielle, mais quand même faite à partir d'éléments naturels, argile, terre, pierre, eau, feu. Donc dans la première moitié du XVIIIe siècle, bien avant Haeckel, bien avant l'Art Nouveau, bien avant toutes les pièces qu'on a vues jusqu'à présent, il y a le style rocaille, et vraiment cette expression même d'un principe créateur de la nature, d'un lien entre art et science qui ne se trouve pas du tout du côté de l'imitation, mais qui se rapproche davantage du caractère vivant de la matière, vivant de la nature. La matière va exprimer un des caractères, un des caractères de cette nature. Et donc ces pièces vont suggérer par leur forme, par leur ornement, par d'ailleurs l'intégration des deux, un caractère propre à la nature. Donc ici vous avez une pièce de Vincennes, une pièce acéto, faite à la manufacture de Vincennes en 1756, et qui est au musée des arts décoratifs. Et on voit qu'il y a en fait sur une forme traditionnelle de saucière finalement, ce travail déjà entre abstraction, figuration, cette recherche de ce mouvement. Donc très vite les artistes déjà à cette époque ont pris l'essence de la nature pour créer des formes abstraites. On retrouve, et c'est ça que j'adore, sur les petits pieds, des petits morceaux de corail, des petites brindilles, pour ramener quand même le naturalisme de l'époque, mais ce qu'on garde de cet objet, c'est son dynamisme, c'est sa forme. Encore plus étonnante, cette paire d'appliques de forme complètement rocaille, aussi dans les collections de Sèvres, de 1750, et en forme de rocaille. Alors là, il y a un travail que j'aimerais faire, mais que je ne vais pas faire, et c'est peut-être pour discussion et réflexion ultérieure, mais sur cette histoire de symétrie-asymétrie. Parce que un des éléments caractéristiques du rocaille, ils ont voulu exprimer ce vivant dans la forme par la symétrie. Et il y a quelque chose de terriblement asymétrique dans le vivant. D'ailleurs, on parle toujours de symétrie, mais quand on superpose une main sur une autre, on n'est pas symétrique. Donc, et malgré tout, ce matin, le mot symétrie dans l'œuvre d'Haeckel est revenu à de nombreuses raisons, de nombreuses fois, parce qu'il y a cette notion de catégorisation, d'encyclopédie, qui fait qu'on crée une symétrie. Mais en fait, à l'intérieur des organismes, est-ce qu'il y a, enfin vous l'aviez vu parler ce matin avec les cellules, cette symétrie à plusieurs éléments. Je nous laisse en parler tout à l'heure, mais c'est un point que je trouve particulièrement intéressant et qu'il faudrait développer. Donc une œuvre extraordinaire où effectivement là, on voit qu'il y a quelque chose de très vivant dans cette pièce. Et ils s'affranchissent complètement des modèles de la nature pour arriver à en fait, à incarner le vivant.
On va faire un saut dans le temps et on va arriver à l'époque quand même d'Haeckel, en 1903. Souvenez-vous, je vous ai montré d'autres œuvres de Gallet de 1903. Ernest Buissière et la manufacture Keller et Guerlain, qui eux travaillent aussi, enfin lui travaille pour créer des œuvres comme celle-ci, où c'est cette récréation du vivant à partir de végétaux. Et finalement on en arrive à ne pas du tout pouvoir identifier la pièce, enfin l'organisme vivant qui a servi de modèle, parce que ces œuvres sont devenues vivantes par elles-mêmes. Une autre pièce que j'aimerais mentionner, c'est le vase d'Ébinel d'Hector Guimard de la manufacture de Sèvres, parce que là, il y a un autre aspect du vivant. C'est une pièce qui a été aussi faite la même année, en 1903, et il dessine cette colonne qui est finalement une jardinière, mais la surface, enfin la technique de l'émail et en cristallisation, finalement, elle reprend des phénomènes naturels de cristallisation du monde minéral, comme par exemple ces mamelons de malachite ou des fleurs de givre. Donc c'est dans la technique de l'émail là qu'on se rapproche le plus possible du vivant. Et la pièce elle-même, bah, c'est cette espèce de tige de végétale qui devient abstraite et qui elle aussi donc simule finalement le vivant, et qui est complètement caractéristique de l'Art Nouveau. Hein. Il n'y a rien de nouveau là-dedans, mais c'est quand même une pièce absolument emblématique de cette époque. Un autre saut dans le temps, en arrivant plus près de notre époque, avec l'artiste contemporain Jean Girel, qui lui, pour la matière céramique, renvoie vraiment à un souvenir de naissance, celle de la vie. Et ses recherches pour obtenir en céramique des matières, des brillances, des couleurs, des effets de matière, en fait, nous plonge encore dans cette frontière entre inerte et organique, entre vivant et non vivant. Et il arrive et là on les voit avec ces vases, ces vases grenouilles qui travaillent cette texture, et vous le voyez sur le détail, où on est complètement dans un monde finalement organique. Un autre artiste que j'aimerais évoquer aujourd'hui, c'est Johann Crethen, dont son rapport avec le vivant se fait par le prisme de Bernard Palissy. Cette première œuvre que je vous montre, elle s'appelle Moyenne vague pour Palissy de 2007, et faite à la manufacture de Sèvres aussi. Et il explique sa relation avec Palissy dans ces termes. C'est pour ça, c'est intéressant aussi de voir que les artistes, sans avoir cette relation directe avec la biologie ou la zoologie, finalement sont aussi fascinés par différents degrés d'influence. Donc je cite: « Sans être biologiste ni connaître le sujet en profondeur, ce que je voyais, c'était un serpent qui part d'un œuf et qui quitte sa peau, ou un crapaud qui vit dans l'eau et qui à un moment passe de l'eau à la terre et change. Je voyais Palissy plutôt comme un homme qui cherchait à comprendre comment la boue se transforme en céramique et comment elle passe de brune à colorée. Pour cela, il utilise cette idée de métamorphose des éléments que l'on retrouve dans les fossiles et les animaux qui vont d'un monde à l'autre. Cela me fascinait dans son travail. » Donc encore cette idée de métamorphose, de maillon, et encore mon lien assez indirect avec Haeckel. Mais lors de la biennale d'Istanbul, Crethen a mis ses œuvres, qui sont les Odorés des Fémina, toutes faites à Sèvres dans les années 2007 et quelque chose, dans la citerne basilique, qu'on a vu aussi ce matin. Ouais. Donc ça, c'était son projet. Et là, donc, c'était aussi une grotte, le côté très grotte. Elles étaient, placées dans de l'eau avec des poissons et tout ce que vous voulez. Donc, il y avait un côté très érotique du monde souterrain. Mais à travers les émaux et son travail de l'émail et du pastillage à Sèvres, il a vraiment, ça c'est un détail de ses œuvres, il a le côté extrêmement humide, extrêmement vivant de ces pièces qu'on retrouve naturellement sur ces grandes œuvres comme les vagues. Et ici, vous voyez une pièce beaucoup plus monumentale. Alors comme on est avec des artistes contemporains, forcément c'est la grande vague, c'est pas forcément une œuvre naturaliste, c'est pas une vague, c'est pas de l'eau qui veut forcément exprimer, représenter. Mais comme il le dit, cette vague c'est aussi la vague des émotions, la vague qui nous fait succomber à quelque chose.
c'est aussi une vague érotique. Autre artiste, Claire Landner, qui elle est née en 1982 et qui expérimente plusieurs techniques, plusieurs médiums avant de s'arrêter à la céramique. Et elle, avec toute cette série d'œuvres, finalement, c'est lors d'un voyage au Canada qu'elle a été complètement submergée, subjuguée par les arbres, les troncs, cette nature qui reprend ses droits un peu là-bas. Et elle voulait représenter aussi ça. Et elle travaille le grès, il me semble que c'est du grès, ouais, avec au pistolet pour obtenir cette texture assez étonnante et des gradations de couleurs assez belles et qui font penser vraiment à des progressions d'énergie plutôt d'autre chose. Alors, un autre artiste intéressant aussi à mentionner, c'est Farida Lesuave, qui elle aussi travaille et est intéressée par cette notion de vivant qu'elle veut reproduire ou exprimer. Elle le fait avec des pièces qu'elle laisse aussi, comme notamment celle-là, avec le côté qu'on retrouve un petit peu chez Annen, de l'effet de la nature qui va reprendre enfin, la terre, le travail dans le feu, dans les fours, cette espèce de métamorphose de la matière qui va aussi avoir des effets probablement inattendus, des formes abstraites qui vont se créer. Et toutes ces pièces ont cette couleur un peu rose peau, couleur chair, qui les rapproche naturellement d'organismes, même si ce sont des organismes qui ne sont pas identifiés ou identifiables, mais qui donnent cette expression du vivant. Alors là, on peut quand même indirectement, je crois qu'elle ne le sait pas forcément, mais vous voyez qu'en bas, il y a cette espèce d'organisme, d'éponge qui est quand même très proche de son œuvre à elle. L'artiste danoise, Bente Klotgard, est aussi intéressante à mentionner parce qu'elle a intitulé cette série d'œuvres « Espèces nouvelles ». Donc en grès, elle va créer de toutes pièces. Donc c'est artiste, elle rajoute une espèce de naturel pratiquement, une espèce organique dans un processus naturel et qui sort de toute classification possible, scientifique ou autre. Donc elle invente une nouvelle espèce naturelle. La dernière toute petite section, et après je vous laisse, qui est encore une autre façon de voir la céramique et le lien avec Haeckel, on l'a mentionné aussi ce matin, c'est Darwin, qui forcément, avec la publication de The Origin of Species, que Haeckel finalement adhère aussi en grande partie, même s'il aura une certaine critique, mais cette évolution va forcément bouleverser le monde et les artistes vont réagir à ça. Et tous les deux, en tout cas Haeckel et Darwin, se retrouvaient sur cette idée de descendance en fait, et de plus de trouver un objet de création ou un créateur unique et de se dire que finalement tout le monde est plus ou moins lié, les différents organismes. Et là on a une pièce de Paul Gauguin qui est au musée d'Orsay, où on voit ces hybridations, en fait, ces mélanges d'hommes, plantes qui se retrouvent. Donc là, l'artiste aussi crée, en fait, finalement, des nouvelles espèces humaines, artistiques, possibles ou pas possibles. On est presque dans le domaine d'Einstein. Alors, il faut aussi mentionner Jean Cariès, qui crée toutes ces œuvres en céramique qui sont mi-humaines, mi-animales. Donc ce sont ces hybrides un peu que la céramique permet de réaliser. Et là, on est aussi sur des pièces de 1905, donc on est assez tôt. Cette chimère batracienne de Jean-Désiré Ringel-Dilsart, qui permet aussi cette céramique, cette matière, ce travail sur les émaux, de créer des formes très organiques et qui
qui sont dans ce que finalement, si on mélangeait certaines espèces, les scientifiques, on arriverait peut-être à des créatures comme ça. Paco Durio aussi, on est sur une œuvre du musée d'Orsay de 1900, où on voit cette pièce qui est en train de se métamorphoser, et effectivement cette pièce, cette forme hybride et cet émail, ce travail d'émail qui rend ce côté très humide de cette naissance un peu de cet être vivant qui ne l'est pas puisqu'il n'est fait que de terre. Donc beaucoup plus contemporain, on a Jean Fontaine qui en ce moment, c'est des œuvres qui datent de 2018, qui crée ces œuvres qui sont de passage humain, animal, et toutes ces œuvres sont finalement des hybrides, des mélanges d'espèces que l'artiste peut imaginer et que le scientifique peut aussi imaginer, mais pour l'instant qui n'existe pas à état de nature. Donc je vais terminer par mentionner l'exposition Formes vivantes qui a déjà été citée par Jean-Louis Guymin, qui est une exposition qui a été montée et exposée et qui a eu lieu donc en 2019 à Limoges par le musée Adrien Dubouché. Et je voudrais signaler le travail extraordinaire du commissaire de l'exposition qui est Jean-Charles Hameau, un très très beau catalogue, très intéressant. Et on reprend l'exposition à Sèvres à partir de l'automne prochain pour 6 mois. Donc toutes les œuvres que vous avez vues aujourd'hui seront exposées à Sèvres et beaucoup plus. Et là, je vais aussi signaler le travail de la commissaire de l'exposition, Judith Cernogora, qui a fait un travail aussi extraordinaire de reprendre cette exposition. Donc là, ce sont des vues de l'exposition de Limoges. À Sèvres, ça sera très différent. On est en train de travailler sur la scénographie. Mais toutes ces questions de la relation du vivant, de la relation de la science à l'art, de la fascination de la nature a eu sur les artistes céramiques seront explorées dans cette exposition. Donc j'espère que vous viendrez nombreux. Et juste pour terminer, une citation de Jean Girel, parce que je pense que l'art céramique, sinon on n'aurait pas fait cette exposition, a quelque chose de particulier à raconter, notamment par la qualité de son matériau inorganique qui peut devenir organique, à ce côté qu'il a quelque chose à raconter dans ce travail entre art et science. Et Jean Girel, qui écrit merveilleusement bien, c'est un de ces céramistes qu'on adore, il écrit dans La sagesse du potier en 2004, « L'homme aujourd'hui a envie d'en savoir plus sur sa planète, de comprendre ce qui se passe à l'intérieur ou autour, sur d'autres, d'explorer l'infiniment grand et l'infiniment petit. La céramique qui met en forme les transformations de la matière accomplit précisément ce travail, à l'échelle corpusculaire dans le comportement des argiles, à l'échelle sidérale dans le processus de fusion des émaux. » Et finalement, on est peut-être très loin desquels, mais il y a ces liens entre cette science, cette fascination du petit, du grand, d'essayer de donner à voir l'invisible qui finalement, de façon assez étonnante, en 45 minutes, relie tous ces artistes dans le temps. Voilà, merci pour votre attention.